Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Soyez futés. Cette semaine, on parle des Scotch Ale avec Martin et Nathalie continue de nous faire de belles découvertes. Martin, aujourd'hui, on continue dans les styles. Et là, tu nous amènes les Scotch Ale. Oui, Scotch Ale. les Faut pas Scotch dire Ale. Scotch Ale comme un Scotch Ale. Non, c'est ça, c'est les Scotch Ale. Oui, c'est des bières qui sont bâties sur le malt, tout comme les whisky et les Scotch. C'est des bières qui sont assez complexes et qui vieillissent généralement assez bien. Pourquoi tu dis que la bière vieillit quand même assez bien? C'est des bières qui sont quand même assez sucrées. Donc, c'est des bières qui vont vieillir. Il y a des brasseries qui vont les faire vieillir en fût 6 mois, 1 an. Donc, ils vont prendre les caractéristiques de fût dans lequel ils sont. Ça peut être du bourbon, ça peut être un autre alcool. Puis, ils vont prendre cette complexité-là. Puis, en plus, ils vont se complexifier elles-mêmes pour aller chercher un petit peu plus de fruits, fruités plus confits un petit peu, là. Du Scotch, c'est du whisky. Donc, est-ce qu'on en retrouve dans cette bière-là? On n'en retrouve pas, sauf qu'un whisky, dans le fond, c'est fait à partir d'un mou de malt, qui se trouve être la céréale d'orge. Puis la bière est faite sur la même base. Donc, les deux sont faits sous la même base. C'est pour ça qu'il y a une résonance vraiment... C'est intéressant de boire une bière avec un petit scotch ou un petit whisky. Il y a des caractéristiques qui se retrouvent beaucoup l'une dans l'autre. Dans les scotch, on va des fois trouver des caractères fumés, tourbés, des caractéristiques qu'on voit souvent avec le whisky et le scotch. Chaque style a ses propres particularités, je vais dire ça comme ça. Pour les Scotch Ale, je vais l'avoir d'ici la fin de la chronique. C'est quoi sa particularité? C'est des bières quand même assez liquoreuses, donc qui ont quand même une belle rondeur. On va justement noter des arômes de fruits. Le caramel. Dans la fabrication d'une Scotch Ale, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire bouillir le mou plus longtemps. Donc, il va se caraméliser. Donc, il y a un bel accent de caramel qui se retrouve dans ces bières-là. De là, la couleur aussi. C'est des couleurs plus cuivrées, ambrées. C'est une belle couleur. On va le voir tantôt là, quand on va en verser une. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant là, au niveau de ces bières-là. Juste pour bien comprendre, quand tu dis une bière est plus liquoreuse, c'est qu'elle est plus épaisse, c'est ça? Elle est plus, dans le fond, c'est au niveau ouais, plus épaisse, plus sucrée. C'est plus liquoreux, dans le fond, copieux ou un petit peu une gâterie, là. Une petite gâterie, on aime ça. Est-ce que c'est un style qui est populaire? C'est un style qui est populaire, sauf que c'est des bières que les gens n'auront pas tendance à boire quand il fait chaud. C'est une bière, justement, qui a un plus haut taux d'alcool, qui est plus sucrée. Donc, on ne boira pas ça pour se rafraîchir en été. C'est plus des bières que, selon moi, les gens vont apprécier l'hiver, le printemps. C'est plus la saison. Moi, si tu me donnes une Scotch Ale autour d'un feu de bois l'été, là, c'est quelque chose que j'adore, là. Mais c'est un peu moins populaire l'été, je dirais. Pour les gens qui ne sont pas habitués de boire des bières, est-ce que tu recommanderais ce style-là pour débuter? Ben oui, avec quelqu'un qui va connaître ce style-là pour le faire découvrir, justement. Quand tu vas voir tantôt, quand on va y goûter, c'est vraiment intéressant comme style. Ça explose. C'est vraiment quelque chose d'intéressant comme bière. C'est juste que si on prend une grosse bouteille de 750 ml seule, puis c'est notre première, on va peut-être la trouver longue un peu, là. Souvent, les styles, on se promène un peu partout dans le monde depuis le début de nos chroniques. Des fois, les bières n'ont pas la même appellation, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe. Si on commande une Scotch Ale en Écosse, je l'ai dit, j'allais avoir dit avant la fin de la chronique. Si on commande une Scotch Ale en Écosse, ils peuvent être surpris, je pense. Ben oui, parce que eux, dans le fond, une Scotch Ale, c'est toutes des Scotch Ale pour eux autres, là. T'es en Écosse. Dans le fond, fait que eux autres, l'appellation de cette bière-là en Écosse, c'est la Wee Heavy. Historiquement, en Écosse, les bières étaient plus appelées vers dans le fond, leur unité de mesure en termes d'argent. Donc, c'était des shillings. Fait que tu commandais une 60 shillings, une 70 shillings, une 80 shillings. Ça allait avec le degré d'alcool. Donc, plus que ton prix était élevé, plus que tu avais une bière qui était puissante en alcool. Puis, dans le fond, la Wee Heavy, la Scotch Ale, c'est une 160 shillings. Donc, c'est vraiment la bière qui était la plus forte là-bas. Fait que si tu vas en Écosse et que tu veux commander cette bière-là, tu commandes une Wee Heavy. Excellent. Et là, on se retrouve pour l'accord, justement. Tu vas nous en faire découvrir. Excellent. Merci. C'est maintenant l'heure de l'accord, Martin. Et là, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Là, on a le beau Scotch Ale du Trèfle Noir qui s'appelle la Auburn Evil, qui est une brasserie. Le Trèfle Noir, c'est une microbrasserie à Rouyn-Noranda.
en Abitibi, qui fait pas mal des beaux produits. Puis on a la saucisse, notre superbe saucisse Inferno, qui se trouve être notre saucisse la plus épicée. Je trouve ça intéressant, une bière qui est plus liquoreuse, d'aller l'agencer avec une saucisse épicée, parce qu'il va y avoir une balance qui va se faire, qui va être assez intéressante. Quand on goûte les deux éléments distincts, on a vraiment des caractères spéciaux, puis quand on marie les deux ensemble, c'est comme si, oh, on se retrouve plus, là, il y a quelque chose qui se passe. Ça serait un accord pas de résonance? Non, ça serait un accord de contraste. De contraste. Ouais. Excellent. On y va? On peut l'ouvrir? On voit la belle couleur. Tu vas voir quand la mousse va se dissiper un petit peu. Là. Ça tire sur le roux. Ça tire quasiment sur le brun pour celle-là. Avec une belle mousse crémeuse. On a quasiment la couleur d'une liqueur, dans le fond. Oui. D'où le mot liquoreuse aussi. Ouais. C'est plus au niveau de la texture des liquoreux, par exemple. Fait qu'on sent. Fait que là, déjà, on sent le caramel. Je ne vais pas te mettre les mots en bouche, là, mais j'aimerais ça que tu me dises ce que tu sens, en fait. Je sens les épices un peu. Oui, il y a un petit caractère épicé, oui. Je cherchais un petit goût fort dans mon nez, si je peux dire ça comme ça. Là. Vraiment, c'est les épices, moi, que je dénote. Ah, c'est bien. Regarde. Voilà. Non, je goûte le côté un peu plus sucré, là, mais qui va... les épices viennent dans ma bouche plus vers la fin. Je dirais, je les dénote à la senteur, mais dans la bouche également. Exactement. Plus vers la fin. Exactement. Là, on peut faire la même chose avec la saucisse. On va se prendre un beau morceau. On va le sentir. Déjà là, on est capable de dire qu'est-ce qu'on va avoir en bouche. Là. Apporte bien son nom Inferno. Fait on a vraiment le kick d'épices là, qui est partout dans la bouche. Là, ça paraît. Ça doit paraître dans nos yeux. Puis là, on répète l'expérience. Le goût de la bière vient comme apaiser un peu les épices. Apaisé, mais en arrière de la bouche, souvent, on a quand même le goût piquant. Oui, on le beau piquant là, qui reste, qui est vraiment intéressant. C'est vraiment un mariage intéressant parce que souvent, on va s'empêcher de manger quelque chose d'épicé parce que l'épice est trop prononcée. Mais avec une bière qui est plus de ce genre-là, bien, on peut se le permettre parce que ça adoucit le tout, mais ça garde le piquant. Là. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on a un piquant qui est vivable. C'est pas trop. Puis c'est constant. Là. Il est très long. Là, je le sens encore. Oui, c'est juste assez. Puis il vient vraiment en arrière de la bouche. Vraiment en avant. C'est comme tout doux, mais plus ça va, plus on dénote le goût piquant. Excellent. Encore une fois, un très bel accord. Merci, Martin. Merci beaucoup. Nathalie, aujourd'hui, nous amène dans un univers plutôt relaxant, un univers d'été. Nathalie, bonjour. Salut Josiane. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler de thé. Alors, nous, chez Fénifuté, la maison de thé qu'on privilégie, c'est la maison de thé Chailly, qui est située dans le Vieux-Hall. Donc, quand on parle d'encourager les gens d'ici, cha voulant dire thé, bien entendu. Première chose que je veux dire ce matin, c'est contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, quand on parle de thé noir, de thé blanc, de thé vert, on ne parle pas d'arbustes de thé différents. Ce n'est pas des cultivars qui diffèrent. Tous ces thés-là peuvent être faits à partir de la même feuille de thé. C'est en fait le procédé qui est appliqué à la feuille de thé. Alors, une même feuille de thé peut te donner un thé vert, comme elle peut te donner un thé noir. On va encore une fois parler d'oxydation. On en avait parlé pour les olives, on en a parlé pour le vinaigre, ça revient souvent. Donc, une feuille de thé qui a peu ou pas du tout été oxydée, ça va donner un thé vert. Un thé qui va être très frais, qui va être très végétal. Les gens vont parfois faire allusion à ce qu'un thé vert peut goûter les épinards, par exemple. Donc, il y a une fraîcheur qui se dégage de ça. Tandis que le thé noir, lui, il était complètement à l'autre bout du spectre parce que c'est le thé dont la feuille a été oxydée le plus. Alors, elle est au maximum de son oxydation. Ça va donc donner un café qui est beaucoup plus un thé, pardon, qui est beaucoup plus goûteux, robuste. Pourquoi j'ai pensé au café? C'est parce que ça me fait penser à la torréfaction, dans le fond. Alors, plus c'est torréfié longtemps, plus ça va être généreux. Même chose pour le thé, c'est l'oxydation, par contre, et non la torréfaction. Un thé noir, c'est un thé qu'on peut infuser plus d'une fois.
Alors, si vous achetez du thé noir, il suffit de faire sécher vos feuilles de thé après une première infusion pour pouvoir l'infuser à nouveau parce que comme elle est riche en saveurs, elle va pouvoir être généreuse et vous offrir sa saveur plus longtemps. Puis à un moment donné, quand le thé ne vous convient plus, hop, la feuille on va changer de petite batch de feuilles. Ensuite, dans les thés, on a les thés oolong, qui sont des thés qui vont avoir été roulés, des belles feuilles de thé roulées. Et là, je vais vous montrer un outil, Josiane, parce que l'infuseur, beaucoup de gens veulent acheter la petite boule pour infuser le thé, mais cette petite boule-là ne vous rend pas service. Elle ne permet pas aux feuilles de thé de se déployer à leur maximum et des feuilles qui vont se déployer au maximum vont donner un maximum de saveur, vont dégager un maximum d'arômes. Alors, c'est important de choisir le bon outil pour infuser. Le oolong va être un thé qui va être oxydé moitié chemin entre le thé vert et le thé noir. Puis, selon qui se rapproche du thé vert, va être plus doux. Selon qui va être oxydé plus longtemps, comme le thé noir, va être plus savoureux, plus vigoureux. Donc, la feuille de thé roulée du oolong, pendant longtemps, des gens ont roulé patiemment des feuilles de thé à la main. On le fait encore, mais maintenant, il y a des procédés plus industriels qui permettent d'aller plus rapidement. Ensuite, on a des thés blancs qu'on appelait les thés de l'élite. Il y a de cela des centaines d'années pour les empereurs en Chine, parce que c'est un thé qui est fait à partir de bourgeons ou de bourgeons et de fleurs. Donc, c'est un thé qui va être en finesse. On a aussi le thé chai, le thé chai qui va être un thé épicé. Alors, il y a des gens maintenant qui aiment acheter un thé plus de base et mettre leurs propres épices. On va en parler dans une autre chronique de nos épices qui vont pouvoir nous permettre de parfumer les thés. Et on a des tisanes, des thés aromatisés. Comme toujours, Josiane, on pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est un petit survol des thés de la maison Chailly. C'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine, alors qu'on parle d'un style particulier, les saisons. Mon nom est Josiane Hardy. On se revoit la semaine prochaine. La première fois que je l'ai fait, j'étais vraiment nerveuse. J'ai même demandé à ma cousine de me rassurer. Comme elle l'avait déjà fait avant, elle savait comment ça se passerait. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait mon premier don de sang. Depuis mon premier don de sang, je ressens le besoin de poser ce geste le plus souvent possible. Et j'ai découvert que se sentir utile et sauver des vies, ça aussi, ça procure des sensations fortes. On courtille? Oui. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. La première fois que je l'ai fait, je venais d'avoir 18 ans. J'étais un peu nerveux, mais j'avais vraiment hâte à ce jour-là. J'étais avec mon meilleur ami et ses deux sœurs, ça a super bien été. Tellement qu'après ça, on a continué à faire ça en gang chaque fois qu'on pouvait. Quand tu deviens majeur, tu vas à SAQ en espérant te faire demander tes cartes. Mais à 18 ans, tu peux aussi donner du sang. Je considère que ça, c'est un privilège. Donner du sang, donner la vie, c'est pas juste un slogan. Faites comme moi, soyez fiers, faites un don de sang. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.